Acheter des actions quand le marché y monte, c'est facile. Mais acheter quand tout le monde vend, c'est toujours beaucoup plus dur quand c'est la panique. Et pourtant, à mon avis, c'est quelque chose qui est pertinent à faire sur des bons ETF et des bonnes entreprises. Mais c'est dur. Les actions que je vise en ce moment, Microsoft, si elle vient à rebaisser pour le mois prochain, Skyworks Solutions, je pourrais en racheter un petit peu. Je vais certainement racheter, pourquoi pas, du Pubmatic. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des actions que je compte acheter en avril 2023. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps et on passe directement sur le sommaire. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'abord de parler des actions que je compte acheter sur le mois d'avril. On regardera ensuite en détail une de ces actions, il s'agit de Skyworks Solutions. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le gros travail d'analyse que je suis en train de faire maintenant que j'ai un petit peu plus de temps disponible. Et en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu du mindset et je vous ferai des rappels importants sur ma mentalité en ce moment. Mais comme d'habitude, avant de passer aux actions individuelles, on va très rapidement parler des ETF. Et évidemment, vous avez le sommaire en description si vous voulez aller plus loin dans la vidéo. Je tiens à le rappeler, comme d'habitude, lundi, j'achèterai en DCA mes ETF sans me poser aucune question. Je vous ferai d'ailleurs aussi certainement un post sur Instagram pour vous en parler, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que ça me permet de vous donner des informations un petit peu plus en direct. Et je vous ferai juste quelques rappels rapides du coup sur les ETF. J'aime toujours rappeler que c'est un des piliers de ma stratégie que d'investir sur des indices et des actions, notamment via les ETF, en mettant le même montant chaque mois, parce que ça me permet d'éliminer les émotions, et quoi qu'il arrive, j'achète, et sinon ce serait de l'argent que je garderais sur le côté et qui pourrait me brûler les mains. Et je le fais car historiquement, cette stratégie, elle a été prouvée comme payante si on regarde un investissement sur un horizon de temps assez long. Et ici, vous avez le tableau du S&P 500 entre 1926 et 2020 qui vous montre la probabilité d'être en positif sur votre investissement en fonction du temps qui passe. Et on voit que plus on avance dans le temps, 1 an, 5 ans, 10 ans, et plus la probabilité d'être en positif sur son investissement augmente. Et évidemment, je souhaite aussi avoir des ETF parce que c'est une composante de mon patrimoine total. Vous savez que je gère mon patrimoine en pourcentage. Et les ETF, c'est des investissements long terme qui me permettent d'avoir de la stabilité émotionnelle et en plus d'avoir mon argent qui s'apprécie quand même pas mal et en plus je touche un dividende dessus. Et à côté, j'ai aussi des actions individuelles, plus cash, etc. Donc voilà, je travaille en pourcentage pour justement ne jamais avoir un actif qui pèse trop et qui mettrait en danger mon patrimoine. Je vais maintenant passer aux actions individuelles et je commencerai par vous montrer un tableau que d'ailleurs, pour information, ceux qui ont rejoint le programme sur la bourse et les finances personnelles, je l'ai rajouté dans le module 10, dans les mises en pratique. Donc ici, vous avez le lien. Et en fait, ce tableau, globalement, il résume les prix que je veux payer certaines entreprises. En face, j'ai mis mon fichier d'analyse, comme ça je le retrouve facilement. Ici, c'est l'analyse quantitative avec les chiffres, mais sachez que j'ai aussi fait des analyses qualitatives si j'achète l'entreprise pour savoir est-ce que j'aime le business, est-ce que j'aime le management, les avantages compétitifs, le moat, etc. Donc, c'est des analyses complètes que je mène à titre personnel. Et donc, le tableau, il est là pour faire un suivi rapide. C'est-à-dire qu'on voit ici que j'ai des prix pour, entre guillemets, commencer à regarder l'action. Et ensuite, ça me met automatiquement soit patience, soit à regarder. Donc, on voit par exemple ici Microsoft que je cherche vraiment à acheter depuis longtemps et que j'achète de temps en temps d'ailleurs. Si elle venait à repasser sous les 250 $, ça me mettrait à regarder et certainement que j'achèterais. J'aimerais vraiment que Microsoft rebaisse parce que je voudrais en acheter plus. Et donc voilà, on voit ici que j'ai recommencé ce travail complet et sachez que je vais le continuer parce que maintenant j'ai beaucoup plus de temps puisque j'ai fini le programme. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à aller voir en description. Vous avez le lien vers la page de présentation du programme et il est en lancement à prix réduit jusqu'à dimanche. Et je me suis créé ce type de tableau tout simplement parce que j'ai remarqué qu'avant, je mettais mes prix d'achat sur TradingView, c'est un site où on voit les courbes et les graphiques, mais le problème, c'est qu'il fallait cliquer sur chacune des courbes et puis c'était pas si facile que ça à utiliser. Donc j'ai décidé de me créer ce fichier, il est très simple à créer, vous pouvez aussi vous le créer en mettant juste quelques colonnes avec vos prix et vous mettez en face vos liens. Et en fait, ce que ça fait, c'est que voilà, très rapidement visuellement, je peux voir si une entreprise que j'ai analysée il y a peut-être 6 mois, 1 an, est revenue sur un prix intéressant et donc aller la rechercher de plus près à nouveau. Donc dans les actions que je veux regarder en ce moment, on a par exemple Skyworks Solutions, on voit qu'on est passé sous mon prix cible à partir duquel il faut que je commence à réétudier de plus près l'entreprise. On a aussi Pubmatic et Disney, sachant que ce sont deux actions que j'ai rachetées en mars et il se pourrait que je les rachète aussi en avril. C'est pour ça que je vais un petit peu moins vous en parler parce que c'est déjà fait et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et par contre, Skyworks Solutions, c'est une entreprise dont je ne vous ai pas parlé depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit plusieurs fois dans les commentaires que sur ces vidéos des actions que j'achète le mois prochain, ça pourrait être pertinent qu'à chaque fois je fasse une analyse un petit peu plus poussée, non pas que ce soit une analyse complète, mais que je vous montre un petit peu les chiffres. Et donc c'est ce que je vous propose dans la vidéo aujourd'hui. On va passer un petit peu de temps à étudier Skyworks Solutions, qui est une action à dividende que j'ai dans mon portefeuille à dividende. Donc Skyworks Solutions, c'est une entreprise qui est dans la conception et la fabrication de composants électroniques.
Je tiens à le dire, je suis un petit peu influencé parce que je suis beaucoup exposé à travers mon métier d'ingénieur aux composants électroniques notamment, je suis dans l'industrie, et de façon générale, ces derniers mois, les ruptures de stock se sont allégées, on arrive de mieux en mieux à livrer les composants ont beaucoup monté en prix, donc voilà, ils ont aussi subi l'inflation, et certes, c'est une entreprise, on va le voir, qui a les revenus qui ont un petit peu baissé ces derniers mois, tout simplement parce que globalement, le marché est en train de baisser, même les revenus de grandes entreprises qui sont dans la tech ont aussi baissé. Cependant, ça n'empêche que sur le long terme, je pense que c'est une entreprise qui est très diversifiée. Et si vous regardez, ils font des amplificateurs, ils font des diodes, ils font des composants pour l'isolation, ils font des switches, donc des interrupteurs. Donc voilà, ils font vraiment beaucoup de composants électroniques. J'aime aussi l'idée qu'ils ont et des usines et des partenaires. Donc que c'est à la fois une entreprise qui fabrique et une entreprise qui sous-traite. Ils ont vraiment intégré une partie de la fabrication de leurs composants et surtout, ils ont une grosse diversité de composants et ça me plaît énormément. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'électronique, ce sont des composants utilisés dans énormément de circuits imprimés, d'appareils dans l'électronique. Et d'ailleurs, ils sont aussi même utilisés dans les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, etc. Évidemment, ici, je ne vous fais pas une analyse complète, qu'elle soit qualitative ou quantitative. Je vous donne juste des clés, des idées et ce que moi, je retiendrai rapidement en faisant 5 minutes de vidéo dessus. Et après, évidemment, à vous de faire une recherche plus approfondie. Maintenant, si on regarde l'analyse, sachez que c'est le genre de tableau qui me prenne peut-être 10 minutes à faire, sachant qu'en fait, c'est pas le plus gros du travail parce que c'est beaucoup de copier-coller et de réflexion sur les croissances. Mais la majorité du travail, il est fait en amont quand on fait l'analyse qualitative et aussi quand on va regarder tout ce qui s'est passé dans le passé au niveau des croissances et ce qu'on va faire ensemble. Donc tout d'abord, j'aime souvent regarder rapidement sur Finviz les chiffres de l'entreprise. On voit que c'est une entreprise qui pèse un tout petit peu plus de 18 milliards de capitalisation boursière, donc c'est une belle entreprise, mais c'est pas une entreprise énorme. Ils font un peu plus de 5 milliards de ventes avec un price to sales du coup à 3,5. C'est une entreprise qui paye un dividende à plus de 2%, ce qui n'est pas mauvais à mon avis, surtout qu'on voit qu'ils ont un payout ratio de seulement 30%, 32%, donc ça veut dire qu'ils ne payent pas du tout tous leurs résultats en dividende. C'est aussi une entreprise qui a des belles marges globalement par rapport au fait qu'ils sont quand même dans l'industrie et qui fabriquent des composants. Évidemment, c'est pas du logiciel comme un Microsoft, donc les marges peuvent pas être aussi élevées. Cependant, on est quand même à plus de 22% de marge nette et on verra surtout que leurs marges, ils les tiennent très bien sur le long terme. On va le voir juste après. L'entreprise a aussi des bons retours sur assets, equity et investissement de façon générale. Ils n'ont pas trop de problèmes de dette et je suis allé voir plus en détail, on le fera pas dans cette vidéo parce que je veux aller vite, mais j'ai pas vu de gros problèmes. Et au niveau de la valorisation, ils ont un PI à 16, un forward PI à 10, sachant que les analystes donnent une croissance en composé sur les 5 prochaines années d'autour de 15%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Moi, dans mon analyse, j'ai pris un petit peu moins pour être prudent. Et voilà, ensuite un price to free cash flow aussi à 24. Donc l'entreprise semble également ni trop chère ni trop peu chère à mon avis, on va le voir après, mais je pense qu'on est sur un bon prix pour faire un retour sur investissement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec mes chiffres. Ensuite, l'entreprise, elle a quand même fortement corrigé. Si vous regardez depuis les plus hauts, on voit qu'on a baissé de 40% et elle s'est aussi bien repris depuis les plus bas. Elle a repris pas loin de 50%. Donc, elle avait vraiment beaucoup chuté et elle est légèrement remontée. Et sachez qu'actuellement, j'ai une position avec environ 2000 dollars investis et je suis un tout petit peu au-dessus de l'équilibre. Donc, j'ai une toute petite plus-value latente. Je crois que j'ai un coût de revient qui doit se balader entre 115 et 120 dollars. Et en euros, ça doit faire un petit peu moins puisque à l'époque, j'avais acheté avec un euro, pardon, assez fort. On va maintenant aller voir quelques graphiques. Je voulais d'abord vous montrer le chiffre d'affaires et les bénéfices, le net income. Et on voit que sur le long terme, on a une belle augmentation avec en composé notamment 16% sur les revenus nets et presque 13% sur le chiffre d'affaires. Cependant, on voit qu'il y a eu un ralentissement ces derniers trimestres et c'est normal. Globalement, beaucoup de secteurs et dans tout ce qui est la vente de composants électroniques, dans aussi tout ce qui est la vente de technologies, les ordinateurs, etc. On l'a vu avec Microsoft, sont en train de grandement ralentir. Et je préciserai quand même que c'est un business qui est assez cyclique. Et évidemment, si on a des ralentissements économiques et des récessions, eh ben, les ventes peuvent baisser parce qu'ils ne font pas non plus des produits qui sont complètement de première nécessité. On continue juste après avec les marges. Et ce que je veux vous montrer ici, au-delà du fait que les marges sont quand même vraiment pas mauvaises à mon avis pour ce type de business, vous voyez que globalement sur le free cash flow margin, donc la marge sur le flux de trésorerie disponible, on se balade entre 20 et 30%. C'est la courbe en bleu que vous voyez ici. Et ensuite, si vous prenez notamment aussi la marge nette, on est presque toujours au-delà de 20%. Et moi, ce que j'apprécie surtout, c'est que si vous regardez là depuis avant 2010, eh ben, on n'a jamais eu une baisse en négatif, on n'a jamais eu une catastrophe. Et l'entreprise, ça montre qu'elle est bien gérée depuis de nombreuses années au niveau de ses marges. Donc ça veut dire que le management a quand même bien saisi le business, ils n'ont pas de problème, ils gèrent bien leurs marges, leurs ventes, leurs dépenses. Et donc forcément, c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup. Je voulais vous montrer le free cash flow yield. Donc c'est le rendement sur flux de trésorerie disponible. On voit qu'aujourd'hui, on est
est à plus de 6%. Ce qui veut dire que si l'entreprise venait à verser tout son flux de trésorerie disponible en dividende, il pourrait payer un dividende de plus de 6%, ce qui serait élevé. Ils ne le font pas parce qu'ils réinvestissent évidemment, et donc il faut maintenir les activités, mettre du capex, etc. Cependant, je tiens à dire que quand même un free cash flow yield, donc un rendement sur le flux de trésorerie disponible de plus de 6%, c'est élevé, et pour moi c'est une bonne chose, et ça montre que si l'entreprise voulait payer plus de dividendes, elle pourrait le faire. Et ce qui me plaît aussi, c'est que si on regarde depuis de nombreuses années, ils n'ont jamais ou très rarement été sous les 3%, ils arrivent à se maintenir sur des niveaux élevés, donc l'entreprise gère très bien ses flux de cash entrant et sortant, et encore une fois, c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, on regarde rapidement le dividende. Il le paye que depuis quelques années. Ça fait maintenant 7 ans consécutifs, comme on le voit ici sur Seeking Alpha. Un peu plus de 2% de rendement et en composé sur les 5 dernières années, une croissance de 15%, ce qui est excellent. Donc l'entreprise croît son dividende grandement chaque année. Et si on regarde ici la courbe par rapport au S&P 500, je vais vous la mettre ici, on voit qu'effectivement, depuis 2013, l'entreprise a fait largement mieux que le S&P 500. On voit ici un retour sur investissement avec le dividende réinvesti de presque 500% depuis 2013, alors que sur le S&P 500, avec les dividendes réinvestis, on serait à 200%. Évidemment, sur les dernières années, ça a un petit peu ralenti, parce que comme on l'a vu, le business a ralenti, notamment sur les ventes, et ça ne me choque pas. Cependant, c'est là aussi que viennent toutes les limites d'une analyse et qu'il faut faire ses propres chiffres, parce que moi, je pense que le business a de l'avenir, c'est ma conviction, c'est mon analyse qualitative et chacun se fera son avis au final. On va maintenant aller voir la valorisation aussi bien avec mes chiffres qu'avec les indicateurs dans le passé. Donc si je reprends mes chiffres, on voit que personnellement, j'aimerais me payer l'entreprise entre 100 et 120 dollars pour faire un retour sur investissement de minimum 10% par an en composé d'après mes chiffres. Donc ça, c'était la projection des résultats nets. Là, si je projette le flux de trésorerie disponible, pareil, je tombe autour des 109 dollars. Et si on regarde les indicateurs de prix, notamment le prix par rapport au revenu net, le prix par rapport au flux de trésorerie disponible et le prix par rapport au chiffre d'affaires, on voit qu'on est à 15 en PI, à 15,8 en prix par rapport au flux de trésorerie disponible, donc c'est le price to free cash flow, et à un petit peu plus de 3 en price to sales. Et si vous regardez historiquement, ça a quand même bien corrigé ces derniers mois. Et donc si vous regardez en dessous avec les tableaux, sur les 10 dernières années, on était en moyenne sur le PI à 19, en moyenne sur le price to free cash flow à presque 20 et sur le price to sales à 4,6. Et si vous prenez les dernières valeurs, on est à 15, à 16 et à 3,4. Donc on voit que globalement, historiquement, on est un petit peu moins cher en ce moment. Mais ça s'explique aussi parce qu'on a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires et globalement, le marché en ce moment est plutôt tendu dans ces secteurs à cause de ce qui se passe. Les personnes ont moins d'argent. On l'a vu, le personal saving rate aux États-Unis a baissé. Les personnes ont moins d'argent pour dépenser au quotidien sur des appareils qui sont quand même pas de première nécessité. Et c'est pour ça que ça s'explique à mon avis. Comme d'habitude, pour finir une petite revue, j'aime toujours aller voir l'avis des analystes. Et les analystes, eh ben, ils se pensent un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont sur un bon achat, un achat modéré. Ils sont soit à la conservation, soit à l'achat, très peu à la vente. Et donc, je vois qu'ils pensent un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'en ce moment, je trouve que Skywork Solution est plutôt à un bon prix. Et j'hésite franchement à en racheter parce que ben, je veux faire grossir mon portefeuille à dividendes. Elle n'est pas à un prix incroyablement bradé, mais pourquoi pas aller acheter une, deux, trois actions, remettre quelques centaines de dollars dessus pour la faire un petit peu monter dans mon portefeuille à dividendes. Et évidemment, si elle venait à recorriger, eh ben, je deviendrais de plus en plus intéressante pour moi. Donc voilà pour la revue de Skywork Solutions. Si je reviens rapidement, juste pour vous redire un petit peu les actions que je vise en ce moment, Microsoft, si elle vient à rebaisser pour le mois prochain, Skywork Solutions, je pourrais en racheter un petit peu. Je vais certainement racheter, pourquoi pas, du Pubmatic et du Walt Disney, sachant qu'en fait, j'ai essayé déjà toutes les deux racheter en mars dernier. Et sachez aussi que je m'intéresse de très près encore à Google, mais je dois y aller tout doucement parce que c'est une grosse position dans mon portefeuille. Je m'intéresse aussi beaucoup en ce moment à Amazon et je m'intéresse aussi beaucoup à Tesla, mais il faudrait qu'elle vienne à corriger. Je la trouve un petit peu trop chère en ce moment par rapport à mon prix de revient. Si, encore une fois, et ça je le dirai toujours, si ces entreprises, je ne les avais pas en portefeuille, et ben peut-être que je les jugerais différemment. C'est-à-dire que quand j'en ai déjà une en portefeuille et que j'ai une plus-value dessus, eh bien, je suis un petit peu plus pointilleux sur le fait de la racheter ou pas. Alors que si c'est une entreprise que je n'ai pas encore en portefeuille, par exemple, eh ben, je peux être un petit peu plus tenté de commencer une petite position, voire la renforcer si ça baisse ou ne pas la renforcer si ça monte. Donc je travaille toujours comme ça et c'est pour ça que je ne peux pas donner de conseils parce que chaque cas est unique. Moi, certaines, je les ai en portefeuille, d'autres non et donc ça influence aussi mon processus de décision. Alors passons maintenant au mot de la fin, et il y a clairement des petites choses que je voulais vous dire depuis quelques temps. Alors j'ai pas eu trop le temps comme vous le saviez, parce que j'étais en train de retravailler en arrière-plan, parce que j'avais des engagements sur le programme, mais là j'ai un petit peu plus de temps, et il y a pas mal de choses que je voulais remettre au clair sur ma stratégie et mon mindset en ce moment, et donc allons-y. Je voulais vous dire tout d'abord que acheter des actions quand le marché y monte, eh ben, c'est facile.
Mais acheter quand tout le monde vend, eh bien, c'est toujours beaucoup plus dur quand c'est la panique. Et pourtant, à mon avis, c'est quelque chose qui est pertinent à faire sur des bons ETF et des bonnes entreprises. Mais c'est dur. Et on entend de partout, et c'est assez simple à dire, que il faut acheter des actions et des ETF tous les mois, des actions que l'on comprend à un bon prix, et puis de laisser le travail se faire sur le long terme. Mais en réalité, c'est hyper dur émotionnellement de ne pas vendre, et c'est hyper dur de continuer à investir. Et bravo à ceux qui l'ont fait. Moi, j'ai réussi à continuer à investir. J'ai pas mis beaucoup plus qu'à mon habitude, mais ça prend au trip, et même de mettre juste ces sommes habituelles en ETF et en actions et à continuer à acheter alors que tout baisse, et c'est dur émotionnellement. Et bravo à ceux qui l'ont fait. Clairement aussi, ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas m'amuser à trouver le point bas du marché. Je ne vais pas avoir raison et essayer de deviner le meilleur moment pour acheter. Je vais continuer à acheter des actions dans lesquelles je crois pour le futur, avec des prix que j'ai déterminés pour faire un retour sur investissement que je souhaite. Et je veux surtout pas rentrer dans le jeu du trading, ce n'est pas mon métier. Évidemment, je peux acheter et vendre selon les cas, mais c'est rare et la majorité de mes actions, je les ai depuis des années et je vais continuer à les conserver. Et c'est aussi vrai pour mes ETF et c'est clair que je les conserverai encore mieux. Je ne pense même pas à les vendre du tout. Évidemment, j'ai aussi fait des erreurs et on en fait tous et ça fait partie du processus. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut travailler son patrimoine en pourcentage et ne pas mettre tout sur un actif. Comme ça, on limite les risques. Et au final, si je prends les actions et les ETF qui ont explosé pour moi, que j'ai acheté il y a de nombreuses années, on peut penser au S&P 500, on peut penser tout simplement à des actions comme Apple, comme Microsoft, etc. Et je me dis que c'est la bonne chose à faire pour moi d'investir sur le long terme. Certes, c'est super dur, mais au moins je le fais. Il faut aussi savoir un truc, c'est que si j'achète une entreprise, c'est possible qu'elle baisse pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais au final, c'est là que tout le monde va craquer et c'est là qu'il faut être fort. C'est pour ça que c'est dur émotionnellement d'investir sur le long terme, parce que quand on met de l'argent, on se dit, c'est pour le long terme, c'est sûr, et 6 mois plus tard, quand ça baisse, on oublie ce qu'on s'était dit. Et c'est aussi pour ça que je l'écris dans des Excel, que je fais des vidéos YouTube et que ça m'aide énormément de parler avec vous, parce que au final, ça me force à être fort émotionnellement, parce que j'ai su pourquoi j'étais une entreprise et du coup, je n'ai pas raison de la vendre, sauf si elle me prouve le contraire, et ça me permet un petit peu de me détacher des marchés émotionnellement. Et vu le nombre de commentaires que j'ai pu recevoir dans ce sens il y a quelques mois, m'expliquant que Google et Meta c'était fini, c'était certain ça allait disparaître, qu'il fallait pas les acheter, alors que pour moi c'était clairement des prix bradés et je les ai achetés pratiquement au plus bas, par chance certes, mais vu que je les achetais tous les mois, il y a un moment j'allais bien les acheter au plus bas de la dernière baisse qu'on a eue, pardon. Et voilà, j'ai eu des messages aussi qui me disaient c'est le crack du siècle qui arrive, il faut tout vendre, c'est certain. Et au final, aujourd'hui, on est un peu piégé parce que ça fait quelques mois qu'on fait du surplace, on est bien remonté. Et je pense que les personnes qui ont tout vendu parce qu'ils se sont laissés prendre par les émotions sont aujourd'hui piégées et dans une situation dans laquelle je ne voudrais surtout pas être. Ils ont peut-être eu raison, ça va peut-être rebaisser. Mais le problème, c'est que si on sort du marché, c'est la panique parce que on ne sait pas quand on rentrer, on a raté le point bas, est-ce qu'on rentre maintenant et on est complètement impacté émotionnellement et on peut faire des bêtises. Moi personnellement, je préfère de rester humble, d'investir tous les mois, je ne sais pas ce que le marché va faire. Et donc je mets chaque mois sans me poser de questions, si ça baisse, ce sera dur, mais si ça remonte, j'aurais pas raté la hausse. C'était des messages assez importants que je voulais vous faire passer. Évidemment, il faut rester humble. Personne ne sait qui a raison ou tort. Par contre, au final, si on admet qu'il faut être humble devant les marchés, on choisit une stratégie. La mienne, c'est d'investir sur le long terme et on investit chaque mois sur des actifs que l'on comprend, que l'on a analysés. Et au final, on s'y tient parce que si on commence à aller dans tous les sens, à mon avis, on prend des risques. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description un lien vers le programme sur la bourse et les finances personnelles qui est en lancement et dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai appris, notamment sur l'investissement en bourse sur le long terme, sur comment gérer ses finances et augmenter ses revenus pour se créer du patrimoine, tout simplement gagner en choix dans la vie. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater des prochaines publications. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker pour soutenir la chaîne et vous pouvez aller aussi me suivre sur Instagram où je poste du contenu différent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.